Après avoir divorcé à 44 ans, je me suis retrouvé véritablement sans abri. Mon ex-femme s'était moquée de moi. Personne n'a besoin de toi, disait-elle. Mais, un avocat m'a retrouvé. Votre mère, décédée en 1998, vous a laissé 18 millions d'euros, mais il y a une condition. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne, et dites-nous dans les commentaires de quelle ville vous nous regardez. Un avocat m'a cherché dans la rue, littéralement, dans la rue. J'étais assis sur un trottoir froid, avec un sac en plastique pour seule possession, ne sachant pas où aller, quand un homme en costume s'est tenu devant moi, et m'a demandé si j'étais Francisco. Je lui ai répondu que oui. Et, ce qu'il m'a dit ensuite, m'a laissé sans voix. Il m'a annoncé que ma mère, Uleya, qui nous avait quittés en 1998, m'avait laissé 18 millions d'euros. 18 millions d'euros. Mais il y avait une condition qu'il ne pouvait pas m'expliquer là, sur ce trottoir, avec le vent qui nous fouettait le visage. Et, pendant que j'essayais d'assimiler ce que je venais d'entendre, j'avais encore la voix de Susanna dans la tête, son rire, et cette phrase qu'elle m'avait lancée quelques heures auparavant, devant tout le monde, sans aucune honte, avec une froideur qui me coupait encore de l'intérieur. Personne n'a besoin de toi, Francisco. Personne. Tu es un raté, et tu le seras toujours. J'ai 44 ans. C'était mon âge quand j'ai tout perdu. Pas 18 ans, pas 25 ans, mais bien 44 ans. Un dos qui ne supportait plus le froid de la nuit, 2 sacs de vêtements pour seul bagage, et une ordonnance du tribunal qui m'interdisait de retourner dans la maison où j'avais vécu 16 ans de ma vie. Si quelqu'un m'avait dit que j'allais finir comme ça, j'aurais ri. J'aurais dit que c'était impossible, que je n'étais pas ce genre d'homme, que j'avais travaillé trop dur, que j'avais trop sacrifié, et que je m'étais trop tu, pour finir par dormir dans la rue à 44 ans. Mais j'y étais. Et le pire, ce n'était pas le froid. Le pire, ce n'était pas la faim, ni la honte. Le pire, c'était que je ne comprenais toujours pas comment j'en étais arrivé là, et qu'un secret, que ma mère avait gardé depuis 1998, était sur le point de changer absolument tout. Mais, avant de vous raconter ce que cet avocat m'a dit, avant de vous révéler ce qui se trouvait dans ces documents qu'il transportait dans sa mallette, j'ai besoin que vous compreniez d'où je viens. Parce que la chute fait encore plus mal, quand on sait ce qu'il a fallu endurer pour grimper. Et la mienne m'a coûté cher. Elle m'a coûté des années. Elle m'a coûté du silence. Elle m'a coûté une loyauté qui ne m'a jamais été rendue. Alors, restez avec moi, parce que cette histoire ne se termine pas sur ce trottoir glacial. Elle se termine d'une manière que moi-même, je n'arrive toujours pas à croire. Mais avant de poursuivre, dites-moi d'où vous m'écoutez aujourd'hui. Écrivez votre ville dans les commentaires. Vous ne savez pas à quel point cela compte de savoir qu'il y a quelqu'un, de l'autre côté, pour écouter tout ça. Et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre une histoire comme celle-ci, partagez-la maintenant, car parfois, la vie d'une personne peut changer grâce à une seule histoire, au bon moment. Je m'appelle Francisco, et, pendant près de 2 décennies, j'ai été le genre d'homme que personne ne remarque. Non pas parce que j'étais vraiment invisible, mais parce que j'avais appris à me faire tout petit. J'ai appris à ne pas demander, à ne pas me plaindre, à ne rien exiger. Depuis mon plus jeune âge, j'ai compris que la vie ne fait pas de cadeaux, et que tout se gagne par l'effort. Et cette idée est devenue ma façon d'exister. Je me suis levé tôt toute ma vie. J'ai travaillé en faisant ce qu'il fallait faire. Quand j'étais jeune, je poussais des chariots dans un entrepôt. Ensuite, j'ai appris à conduire des engins lourds. Puis, j'ai trouvé du travail dans une entreprise de logistique, où je suis resté pendant 11 années consécutives, sans presque jamais manquer un seul jour. Ce n'était pas prestigieux. Ce n'était pas ce dont je rêvais enfant, mais c'était mon travail, et j'en prenais soin comme d'un trésor. J'ai rencontré Susanna quand j'avais 27 ans. Elle en avait 24. Elle était jolie, joyeuse, avec une énergie qui remplissait les pièces. Je suis tombé amoureux très vite. De la même manière que les hommes, qui n'ont pas reçu beaucoup d'affection, tombent amoureux de tout, sans réserve, et sans filet de sécurité. Nous nous sommes mariés 1 an et demi après notre rencontre. Je me souviens que ma mère, Uleya, qui était déjà malade à l'époque, a pris ma main le jour de mon mariage, et m'a dit quelque chose que je n'ai pas tout à fait compris sur le moment. Elle m'a dit, Francisco, prends soin de toi. L'amour est beau, mais garder les yeux ouverts ne gâche rien. J'ai ri. J'ai pensé que c'était l'avertissement typique d'une mère inquiète.
Je n'y ai accordé aucune importance. Je ne savais pas que ma mère portait un secret, qui avait le pouvoir de changer le cours de mon existence entière. Je ne savais pas que cette petite femme, aux mains usées et à la voix douce, m'avait protégé de quelque chose que je ne pouvais même pas imaginer. Les premières années avec Susanna ont été bonnes. Ou, du moins, c'est ce que je me disais. Nous avions une routine. Je travaillais. Elle s'occupait de la maison. Nous avons acheté un petit appartement, avec un prêt qu'il nous a fallu des années à rembourser. Nous l'avons meublé petit à petit. Un canapé un mois, une table le mois suivant. Il y avait de la fierté là-dedans. Il y avait de la dignité. Je me souviens avoir regardé cet appartement un dimanche matin, avec le soleil qui entrait par la fenêtre, et avoir pensé que j'étais heureux, que j'avais réussi, et que c'était suffisant. Et, peut-être qu'à ce moment-là, ça l'était. Mais il y a des choses qu'on ne voit pas en face. On ne les voit que lorsqu'il est déjà trop tard. Et j'ignorais encore que, pendant que je construisais cette vie de mes propres mains, quelque chose s'effondrait à l'intérieur, silencieusement, sans faire de bruit. Au fil des années, la routine a commencé à changer de forme. Pas d'un seul coup, car les choses qui font vraiment mal n'arrivent jamais d'un seul coup. Elles s'installent lentement, déguisées en fatigue, en mauvaise humeur, et en distance. Susanna a commencé à parler différemment, à me regarder différemment. Il y avait en elle une impatience qui n'existait pas auparavant. Quand je rentrais du travail, on ne me demandait plus comment s'était passée ma journée. Il y avait du silence, ou bien une remarque sur quelque chose que je n'avais pas fait, quelque chose que j'avais oublié, ou quelque chose qui n'était pas suffisant. Au début, je l'ai ignoré. Je me disais que c'était le stress, que c'était la routine, et que tous les mariages traversent des phases difficiles. Je me le suis dit tellement de fois que j'y ai presque cru. Mais au fond, tout au fond, il y avait quelque chose qui commençait à faire mal, sans que je sache comment le nommer. Il y a eu un soir, je crois que c'était un jeudi, où je suis rentré tard, parce qu'il y avait eu un problème à l'entrepôt, et j'avais dû rester 2 heures de plus. J'étais fatigué, j'avais faim, et la seule chose que je voulais, c'était m'asseoir un instant. Susanna était dans le salon avec une amie. Quand je suis entré, elles m'ont toutes les deux regardé, et Susanna a dit, avec un sourire qui n'en était pas un, « Ah, monsieur est arrivé, comme toujours, en retard et sans prévenir. » Son amie a ri. Je n'ai rien dit. Je suis allé dans la cuisine, j'ai fait chauffer quelque chose tout seul, et j'ai mangé debout. Je n'ai pas bien dormi cette nuit-là, et le lendemain, je me suis levé tôt, et je suis retourné travailler, parce que c'est ce que je savais faire. Travailler, endurer, et continuer d'avancer. Ce que j'ignorais encore, c'est que ma patience, et cette capacité à endurer en silence, ne me protégeaient pas. Elle me coûtait tout. Il y a un moment où l'on arrête de se demander si les choses vont s'arranger, pour commencer à se demander quand elles vont arrêter d'empirer. J'ai atteint ce moment sans m'en rendre compte. C'était progressif, comme tout ce qui fait vraiment mal. Il n'y a pas eu une seule dispute qui a tout détruit. Il y a eu 1000 petites fissures qui se sont accumulées, jusqu'à ce qu'un jour, toute la structure s'effondre. Et quand elle s'est effondrée, plus rien n'est resté debout. Les 3 dernières années du mariage ont été les plus dures. Susanna avait changé d'une manière que je ne pouvais plus ignorer. Elle sortait davantage. Elle rentrait tard, sans donner d'explication. Quand je lui demandais quelque chose, elle répondait par une autre question, ou par un silence qui blessait plus que n'importe quel mot. Il y avait une distance entre nous, qui ne se mesurait plus en kilomètres, mais en quelque chose de beaucoup plus profond. Quelque chose qui n'a pas de nom, mais que l'on ressent dans sa poitrine, chaque fois que l'on se trouve dans la même pièce qu'une personne, et que l'on réalise que cette personne n'est plus avec nous, même si elle est assise juste devant nous. J'ai continué à travailler, j'ai continué à payer les factures, j'ai continué à être le même homme que d'habitude. Celui qui était là, celui qui ne manquait jamais un jour, celui qui ne demandait pas grand-chose, mais à l'intérieur, quelque chose était mort. Je me regardais dans un miroir le matin, et je voyais un homme fatigué. Pas fatigué de travailler. Mais fatigué d'attendre quelque chose qui n'allait plus arriver. Fatigué de sourire quand je n'en avais pas envie. Fatigué d'occuper un espace dans une maison où je ne me sentais plus le bienvenu. C'est Lourdes, la voisine de l'appartement d'en face, qui m'a dit ce que je refusais de voir. Un jour, elle m'a croisé dans le couloir au moment où je partais travailler, et m'a regardé avec cette expression qu'ont les gens, quand ils savent quelque chose que vous ignorez, et qu'ils ne savent pas s'ils doivent vous le dire.
Elle a posé une main sur mon bras, et m'a dit, « Francisco, prends soin de toi. Il y a des choses que l'on mérite de savoir. » Je l'ai remercié, je lui ai dit que j'allais bien, et j'ai continué à marcher. Mais ces mots sont restés avec moi toute la journée, parce qu'au fond, je le savais déjà. C'est juste que je n'étais pas prêt à accepter la confirmation. Elle est arrivée un mardi soir. J'avais quitté le travail plus tôt que d'habitude, car on m'avait donné l'après-midi libre le lendemain, et je voulais en profiter pour me reposer. Je suis arrivé à l'appartement, j'ai ouvert la porte, et ce que j'ai trouvé n'était pas une scène de film dramatique. C'était bien pire. C'était une conversation. Susanna était au téléphone dans la chambre, la porte entr'ouverte. Et je me suis figé dans le couloir, non pas pour ne pas faire de bruit, ni pour l'espionner, mais parce que quelque chose dans le ton de sa voix m'a cloué sur place. Elle parlait avec une douceur qu'elle n'avait pas utilisée avec moi depuis des années. Elle riait d'une manière dont j'avais oublié l'existence. Et, à un moment donné, elle a prononcé un prénom que je ne connaissais pas. Ensuite, elle a dit, « Ne t'inquiète pas. Il ne se rend jamais compte de rien. » Lui? C'est-à-dire moi, il ne se rend jamais compte de rien. Je suis allé dans la salle de bain, j'ai fermé la porte doucement, je me suis assis sur le bord de la baignoire, et je suis resté là un long moment sans bouger. Je n'ai pas pleuré, pas encore. Non, je suis juste resté immobile, fixant le sol, écoutant ce bruit étrange que fait le silence, quand tout ce en quoi vous croyez s'effondre en même temps. Je n'ai rien dit cette nuit-là. Je me suis allongé dans le lit, j'ai fixé le plafond, et j'ai écouté sa respiration à côté de moi, jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Et j'ai pensé à toutes ces années, à tous ces lundis passés à me lever tôt, à toutes ces soirées où je rentrais fatigué sans me plaindre, à toutes ces fois où je m'étais dit que ça en valait la peine, que c'était suffisant, et que nous irions bien. Je lui ai parlé le lendemain. Je lui ai dit calmement, sans crier, sans insulte. Je lui ai raconté ce que j'avais entendu. Je lui ai demandé si c'était vrai. Et Susanna ne l'a pas nié. Elle m'a regardé dans les yeux, et elle a dit oui. Qu'elle se sentait seule depuis un moment. Que je n'étais jamais vraiment là, même quand j'étais à la maison. Qu'elle s'était fatiguée d'attendre que je change. Comme si la responsabilité de ce qu'elle avait fait m'incombait. Comme si les 16 années que j'avais offertes ne comptaient pas, parce que je ne les avais pas offertes de la bonne manière. Je suis resté sans voix. Non pas parce que je n'avais rien à dire, mais parce que j'ai soudain compris qu'il n'y avait plus rien à dire. Que cette conversation n'avait pas de solution. Que quelque chose s'était terminé pour toujours. Ce qui a suivi a été une procédure légale. Je ne l'appellerai pas un divorce, car ce mot est bien trop propre pour décrire ce qui s'est passé. C'était un vol. Susanna avait engagé un avocat, avant même que je n'aie le temps d'assimiler ce qui se passait. Elle a présenté des documents dont j'ignorais l'existence. Elle a déclaré des biens, achetés avec mon argent, comme s'ils étaient les siens. L'appartement, que nous avions acheté avec un prêt que j'avais remboursé pendant 9 ans, a été déclaré bien commun, et sa vente a été ordonnée. Nos comptes communs ont été vidés, avant que je puisse réagir. Je n'avais pas d'économie personnelle, parce que j'avais toujours cru que ce qui était à nous était à nous. C'était là ma plus grande erreur. Croire que ce qui m'appartenait appartenait aussi à quelqu'un qui avait déjà décidé que je ne lui appartenais plus. L'avocat, que j'avais engagé tardivement et avec peu de moyens, a fait ce qu'il a pu. Mais le processus a été rapide et cruel. En moins de 4 mois, j'ai perdu l'appartement. J'ai perdu les économies. J'ai perdu l'accès à tout ce que nous avions construit ensemble. Je me suis retrouvé avec mes outils de travail, 2 sacs de vêtements, et une petite dette générée par la procédure légale. J'ai signé les papiers un mercredi matin, dans un bureau froid, sous des néons. L'avocat de Susanna a souri quand nous avons terminé. Le mien m'a tapoté l'épaule, ce qui ressemblait plus à des condoléances qu'à un au revoir. Je suis sorti dans la rue avec les 2 sacs. Il faisait froid. Je ne savais pas où aller. J'avais un peu d'argent en poche. Pas beaucoup. Juste assez pour manger pendant quelques jours. J'ai appelé 2 ou 3 personnes que je pensais pouvoir m'aider, mais les appels ont été courts, et les excuses ont été longues. C'est ainsi que le monde fonctionne quand vous tombez. Ceux qui étaient proches ont soudainement très peu de place pour vous. J'ai marché un moment sans but précis, les sacs à la main, regardant la ville comme si c'était la première fois que je la voyais. Et, d'une certaine manière, c'était le cas,
parce que je la voyais depuis un autre endroit, depuis tout en bas, depuis cet endroit où l'on devient invisible pour les autres. C'est alors que Susanna est apparue une dernière fois. Je ne sais pas comment elle a su où j'étais. Peut-être m'a-t-elle vu marcher depuis la vitre de sa voiture. Peut-être était-ce une coïncidence. Mais elle s'est arrêtée, elle a baissé la vitre, et elle m'a regardé depuis l'intérieur de la voiture, avec une expression qui n'était ni de la tristesse, ni de la culpabilité. C'était autre chose. C'était une sorte de satisfaction froide, comme quelqu'un qui vient de terminer une tâche en attente. Et, avec ses amis sur la banquette arrière, avec des témoins, elle a prononcé à voix haute ce que je vous ai déjà dit au début, personne n'a besoin de toi, Francisco. Tu es un raté, et tu le seras toujours. Puis, elle a remonté la vitre et elle est partie. Je suis resté sur le trottoir à regarder la voiture s'éloigner. Et je n'ai pas pleuré. Je n'avais plus de larmes. Je ressentais juste ce poids immense dans ma poitrine, celui que l'on ressent quand l'humiliation et l'épuisement se rejoignent, au même endroit, et au même moment. Je me suis assis sur le bord du trottoir, j'ai mis les sacs entre mes jambes, et j'ai regardé le sol. Je ne pensais à rien en particulier. Je sentais juste le froid. J'entendais juste le bruit de la rue. J'existais simplement à cet instant, sans savoir ce qui allait se passer ensuite. Et c'est exactement à ce moment-là, dans le pire moment de ma vie, que j'ai entendu des pas s'arrêter devant moi. J'ai levé les yeux. C'était un homme d'une 50aine d'années, dans un costume sombre, une mallette à la main, avec une expression sérieuse mais pas froide. Il m'a regardé un instant, et m'a demandé « Êtes-vous Francisco ?» J'ai répondu que oui, sans rien comprendre. Puis, il a ouvert sa mallette, en a sorti une enveloppe, et m'a dit quelque chose que j'ai encore du mal à croire avoir entendu de mes propres oreilles aujourd'hui. Il m'a dit qu'il s'appelait Mauricio. Il était avocat, et il me cherchait depuis des semaines, car il y avait quelque chose de très important que je devais savoir, quelque chose lié à ma mère, Uleya, à une décision qu'elle avait prise avant de mourir en 1998. Une décision impliquant 18 millions d'euros, et une condition que je ne connaissais pas encore. Le vent faisait bouger les feuilles mortes sur le trottoir. Je l'ai regardé sans rien dire. Et, pour la première fois depuis de nombreux mois, j'ai ressenti quelque chose qui n'était ni de la peur, ni de la tristesse, ni de la colère. C'était quelque chose de plus étrange. C'était le sentiment que quelque chose était sur le point de changer. Que je ne savais pas encore comment ni pourquoi, mais que l'histoire que je croyais terminée, ne faisait, en réalité, que commencer. Je continuais à regarder cet homme, sans savoir quoi dire. Mauricio. C'est ainsi qu'il s'est présenté. Avocat, costume sombre, mallette en cuir. Une expression qui ne dégageait pas de pitié, mais quelque chose ressemblant plutôt à de l'urgence. Le genre d'expression qu'a quelqu'un qui a cherché une personne pendant très longtemps, et qui finit enfin par la trouver. Il m'a tendu une carte. Je l'ai prise sans réfléchir. Mes doigts étaient glacés, et la carte semblait étrangement réelle entre eux, comme si c'était la seule chose concrète au milieu de tout ce qui s'effondrait autour de moi. Il m'a demandé si nous pouvions parler quelque part. Je lui ai répondu que je n'avais pas d'endroit. Je l'ai dit sans honte, parce qu'il ne me restait plus aucune honte. J'avais déjà passé toute la matinée à signer des papiers dans un bureau froid, toute l'après-midi à porter des sacs dans la rue, et toute cette heure à rester assis sur un trottoir, regardant la vie que j'avais construite s'éloigner sur la banquette arrière d'une voiture. Mauricio m'a regardé un instant, a hoché la tête sans faire de commentaire, et a désigné un café de l'autre côté de la rue. Il m'a dit qu'il m'invitait, que ce qu'il avait à me dire ne pouvait plus attendre. Nous nous sommes assis à une table au fond. J'ai commandé un café noir, parce que c'était le moins cher, et parce que je ne voulais rien devoir à quelqu'un que je ne comprenais pas encore. Mauricio a commandé la même chose, a posé sa mallette sur la chaise à côté de lui, l'a ouverte avec soin, et en a sorti un épais dossier rempli de documents qui semblaient anciens. Certains avaient les bords jaunis, d'autres portaient des tampons que je n'ai pas reconnus tout de suite. Il les a placés devant moi, sans encore rien dire, comme s'il voulait que je les voie avant de parler. Je lui ai demandé ce que c'était que tout ça, et il a commencé à m'expliquer, lentement, avec la précision de quelqu'un qui a pratiqué maintes fois la manière d'annoncer quelque chose de difficile, sans que la personne en face ne s'effondre. Il m'a dit que ma mère, Uleya, était décédée en 1998, ce que je savais. Ce que j'ignorais, c'est qu'avant de mourir, elle avait laissé un testament, un vrai testament signé devant un notaire, avec des témoins, et tout à fait légal.
Un testament dans lequel elle me laissait, à moi, Francisco, son seul fils reconnu, la totalité d'un héritage qui, à ce moment-là, avec les intérêts accumulés sur plus de 25 ans, s'élevait à 18 millions d'euros. 18 millions d'euros. Je suis resté silencieux. Je l'ai regardé. J'ai regardé les papiers. Je l'ai regardé de nouveau. Je lui ai dit que c'était impossible. Que ma mère avait été une femme simple et travailleuse, qui n'avait jamais eu d'argent, que je l'avais connue toute ma vie, et que je n'avais jamais rien vu qui puisse suggérer l'existence d'une telle chose. Mauricio a hoché la tête. Il m'a dit qu'il comprenait ma réaction, que c'était la réaction la plus normale du monde, et que c'était précisément pour cela que ce qu'il allait m'annoncer ensuite était si important. Il a expliqué qu'Uleia n'avait pas accumulé cet argent toute seule. Qu'il y avait une histoire derrière cet héritage, remontant à des décennies, à une partie de la vie de ma mère que je n'avais jamais connue. Une partie qu'elle avait gardée avec une discrétion absolue, non pas par honte, mais pour me protéger. Une protection envers moi. Il m'a dit que tous les détails se trouvaient dans les documents, que nous pourrions les examiner ensemble calmement, mais qu'avant cela, il devait m'expliquer une chose fondamentale, quelque chose qui modifiait la nature de tout ce qui se trouvait sur cette table. Il y avait une condition. Pas une petite condition, pas une simple procédure administrative, mais une véritable condition établie par ma mère dans son testament, que je devais remplir pour accéder à l'héritage. Et cette condition, m'a expliqué Mauricio avec un sérieux qui ne laissait aucune place à l'ambiguïté, était la suivante: je devais prouver légalement que j'étais le fils légitime d'Uleia. Pas seulement biologique, mais légitime en termes documentaires, enregistré, et sans aucun litige en cours, parce qu'il y avait quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui prétendait aussi être le fils de ma mère, quelqu'un qui était apparu il y a tout juste quelques mois, exactement au moment où les délais légaux du testament étaient sur le point d'expirer, avec ses propres documents et sa propre histoire. Et que ce quelqu'un avait intenté un procès pour que l'héritage soit déclaré en litige. Il m'a fallu un instant pour comprendre ce qu'il me disait. Je lui ai demandé comment il était possible que je n'en sache rien. Je lui ai demandé pourquoi personne ne m'avait prévenu plus tôt. Mauricio m'a expliqué qu'ils avaient essayé de me contacter pendant des mois, mais que mon adresse avait changé. La procédure de divorce avait compliqué les recherches. Et, pour diverses raisons bureaucratiques, le processus avait pris plus de temps que prévu. Il m'a dit qu'ils avaient failli ne pas me trouver à temps. Mais les délais, pour déposer ma réclamation officielle, expiraient dans moins de 3 semaines. 3 semaines. Assis dans ce café, avec 2 sacs de vêtements posés sur le sol à mes pieds, sans maison, sans argent, sans personne, j'avais 3 semaines pour réclamer 18 millions d'euros, que ma mère m'avait laissé 25 ans auparavant, et dont j'ignorais complètement l'existence. Je lui ai demandé qui était cette autre personne, celle qui prétendait être le fils de ma mère. Mauricio a ouvert une autre section du dossier, et m'a montré un prénom, Yvan. Je ne le connaissais pas. Je n'avais jamais entendu ce prénom dans ma famille. Je ne me souvenais pas que ma mère ait jamais mentionné quelqu'un de ce nom. Je le lui ai dit. Mauricio a hoché la tête, m'a dit que c'était exactement ce qu'il s'attendait à entendre, et que la question à laquelle il fallait maintenant répondre, n'était pas seulement de savoir qui disait la vérité, mais qui pouvait le prouver. Je suis resté silencieux un long moment. Le café avait refroidi. Dehors, la rue continuait son bruit habituel, avec sa circulation, ses passants qui allaient et venaient, sans se douter que, dans ce café, un homme de 44 ans venait de découvrir que sa vie pouvait complètement basculer en 3 semaines, ou finir de sombrer pour toujours. J'ai regardé les documents sur la table. J'ai regardé mes mains. J'ai pensé à ma mère, à son visage, à sa voix, à cette phrase qu'elle m'avait dite le jour de mon mariage en serrant fort ma main. L'amour est beau, mais garder les yeux ouverts ne gâche rien. Maintenant, cette phrase prenait un tout autre poids. Maintenant, je me demandais si elle savait quelque chose que j'ignorais. Si elle m'avait préparé à quelque chose, sans me dire de quoi il s'agissait. J'ai demandé à Mauricio s'il pensait que je pouvais gagner. Il m'a regardé droit dans les yeux, et m'a dit que oui, que les documents originaux étaient solides, que le testament était authentique, et qu'il y avait suffisamment de preuves pour étayer mon dossier. Mais il m'a averti qu'Yvan n'était pas seul. Qu'il avait des avocats coûteux. Qu'il allait se battre. Qu'il allait faire tout son possible pour discréditer mon identité, mon histoire, et ma relation avec Uleia. Que le processus ne serait ni facile, ni rapide. Et que la première chose à faire, c'était de rassembler de la documentation. Si je pouvais fournir des éléments concrets,
des registres, des photographies, des lettres, n'importe quoi établissant mon histoire avec ma mère de manière irréfutable. Je lui ai dit que je n'avais rien de tout ça sous la main, que tout ce que je possédais se trouvait dans l'appartement dont je venais d'être expulsé. Mauricio n'a pas bronché. Il m'a dit que c'était un problème soluble, qu'il y avait des moyens de récupérer des documents, d'accéder au registre d'état civil, de monter un dossier solide, même en partant de zéro. Il m'a expliqué que c'était justement pour cela qu'il était là, que c'était exactement son travail, et que, si j'étais prêt à me battre, il était prêt à m'accompagner. Je lui ai demandé pourquoi. Je lui ai demandé pourquoi il m'avait cherché avec tant d'insistance, pourquoi il n'avait pas simplement classé l'affaire pour en finir. Il est resté silencieux un instant avant de répondre. Puis, il m'a dit quelque chose qui m'a surpris. Il m'a dit qu'il avait connu ma mère, qu'Uleia avait été une cliente du cabinet de nombreuses années auparavant, alors qu'il n'était qu'un jeune assistant. Qu'elle était une femme qui avait laissé une impression très particulière sur tous ceux qu'il avait rencontrés. Et qu'elle lui avait personnellement demandé, lors d'une conversation dont il se souvenait encore très clairement, que si ce moment arrivait un jour, il devait faire tout son possible pour que son fils soit au courant, pour ne pas laisser le temps où la bureaucratie lui volait son héritage. Ce détail m'a touché d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas. Ma mère, Uleia, une femme décédée quand j'avais 19 ans, qui était partie avant que je puisse lui dire tout ce que je ne lui avais jamais dit, qui avait emporté un immense secret avec elle sans rien me dire. Et pourtant, depuis un endroit que je ne comprenais pas encore, elle m'avait laissé quelque chose. Pas seulement de l'argent. Elle m'avait laissé un signe, une main tendue depuis le passé. Comme si elle savait qu'il y aurait un moment où j'aurais besoin de tout ça. Comme si elle avait calculé, avec cette sagesse silencieuse qu'ont certaines mères, qu'il y aurait un jour où son fils serait assis dans un café, les mains glacées, avec le cœur brisé. Et que ce jour-là, il aurait besoin de savoir qu'il n'était pas seul. J'ai pris une grande inspiration, j'ai regardé Mauricio, et je lui ai dit que oui, que j'étais prêt à me battre, même si je ne savais pas comment, que je n'avais ni maison, ni argent, ni presque rien. Mais si ma mère avait fait tout ça pour me laisser quelque chose, la moindre des choses que je pouvais faire, c'était de ne pas abandonner avant d'avoir essayé. Mauricio a hoché la tête, a refermé un dossier, et m'a dit que nous commencerions dès le lendemain, que pour ce soir, il s'assurerait que j'ai un endroit où dormir, car son cabinet avait un accord avec une pension voisine pour les situations d'urgence avec les clients. Il m'a prévenu que ce n'était pas un hôtel de luxe, mais que c'était sûr et propre. Je me suis levé de cette chaise avec les deux mêmes sacs avec lesquels je m'étais assis, mais quelque chose avait changé. Pas le poids des sacs, pas le froid de la rue. Quelque chose à l'intérieur, quelque chose qui n'avait pas encore de nom, mais qui ressemblait à une étincelle, petite, fragile, mais bien vivante là-dedans. Et, alors que je marchais avec Mauricio vers la pension, j'ai pensé à Yvan, à ce prénom que je ne connaissais pas, à cette personne sortie de nulle part, qui réclamait ce qui m'appartenait. Et j'ai pensé que je ne savais pas encore qui il était, ce qu'il voulait exactement, ni jusqu'où il était prêt à aller. Mais j'allais le découvrir, parce que si j'avais appris une chose en 44 ans de vie, c'était que les hommes, qui ont dû tout gagner en partant d'en bas, n'abandonnent pas quand quelque chose qui vaut la peine de se battre fait enfin son apparition. Et cela, ça en valait la peine. La pension s'appelait Casa Dolores, un nom qui me semblait ironique sur le moment, parce que des douleurs, c'était exactement ce que je traînais avec moi. C'était un vieux bâtiment de 3 étages, dans une rue calme, avec une porte en bois peint en vert qui grinçait quand on l'ouvrait, et une dame à la réception qui ne posait aucune question, ce que j'ai apprécié plus que les mots ne peuvent l'expliquer. La chambre était petite, un lit, une chaise, une fenêtre donnant sur une cour intérieure avec une plante que personne n'avait arrosée depuis longtemps. Mais elle avait un toit, elle avait des murs, et elle avait une serrure que moi seul pouvais ouvrir. Et cette nuit-là, allongé sur ce lit tout habillé, parce que le froid s'infiltrait par les bords de la fenêtre, c'était suffisant. Je n'ai pas bien dormi. J'ai à peine fermé l'œil. J'ai fixé le plafond pendant des heures, avec les documents que Mauricio m'avait donnés posés sur la chaise, repensant à tout ce qui s'était passé au cours des 24 dernières heures. Le divorce signé, les sacs, le trottoir, Susanna et sa voix depuis la voiture. Et puis Mauricio, le café, le testament, 18 millions d'euros, une condition, un prénom que je ne connaissais pas Yvan. Tout cela, concentré sur une seule journée, c'était trop à assimiler de manière ordonnée. Alors, je ne l'ai pas fait. J'ai simplement laissé toutes ces pensées flotter là, au plafond de cette petite chambre, pendant que la ville faisait son bruit dehors. Et j'ai essayé de respirer normalement. Peu avant l'aube,
je me suis levé et j'ai ouvert le dossier. Je l'ai parcouru lentement, page par page, même si je ne comprenais pas tous les termes juridiques. J'ai cherché le nom de ma mère sur chaque document. Uleia. Il était là, écrit avec une écriture ancienne et formelle, sur des papiers qui sentaient le temps passé. Il y avait une copie du testament original. Il y avait les relevés d'un compte que je ne connaissais pas, ouvert à son nom dans une banque. Il y avait des documents relatifs à ce qu'ils appelaient un trust, une structure juridique que je ne comprenais pas entièrement, mais qui avait clairement été conçue pour protéger cet argent pendant des années, jusqu'à ce qu'il parvienne au bon destinataire. Jusqu'à ce qu'il me parvienne. J'ai cherché le nom d'Ivan dans les documents. Il apparaissait dans une section décrivant le litige légal. Ivan se présentait comme le fils non reconnu d'Uleia. Il affirmait qu'il y avait des preuves d'une relation entre ma mère et un homme autre que mon père, et qu'il était le fruit de cette relation. Il soutenait que le testament n'était pas valide, parce qu'il avait été rédigé sans tenir compte de son existence. Ses avocats avaient présenté des documents, incluant une lettre censée provenir de ma mère, une analyse ADN qu'il avait lui-même demandée à partir d'échantillons indirects, et plusieurs témoignages de personnes affirmant connaître l'histoire. Je l'ai lu 3 fois, et, à chaque fois que je le lisais, je ressentais quelque chose de différent. La première fois, j'ai ressenti de la confusion, la deuxième fois, j'ai ressenti de la colère. La troisième fois, j'ai ressenti quelque chose de plus froid, de plus calculé. J'ai ressenti le besoin de comprendre exactement à quoi j'avais affaire, avant de réagir. Parce que, si la vie m'avait appris quelque chose, c'était que réagir trop vite quand on est blessé finit presque toujours mal. Les plus grandes erreurs que j'avais commises dans ma vie, je les avais faites par émotion, et non par raison. Et cette fois-ci, je ne pouvais pas m'offrir ce luxe. Le lendemain matin, Mauricio est venu me chercher tôt. Nous avons pris le petit déjeuner dans le même café que la veille. Il m'a demandé comment j'avais dormi. Je lui ai dit la vérité, peu et mal. Il a hoché la tête, comme s'il s'y attendait. Il m'a demandé si j'avais examiné les documents. Je lui ai répondu que oui, et je lui ai posé la question qui me brûlait de l'intérieur depuis la nuit précédente. Je lui ai demandé qui était vraiment Ivan, d'où il venait, et pourquoi il apparaissait juste maintenant, 25 ans après la mort de ma mère, et pas avant. Mauricio a bu son café, et m'a expliqué ce qu'il savait. Ivan avait 41 ans, soit 3 ans de moins que moi. Il avait grandi dans une autre ville, avec une autre famille, et, selon sa propre version, il avait découvert le lien possible avec Uleia il y a seulement 2 ans, grâce à une recherche dans les registres qu'il avait effectuée de son côté. Il disait avoir toujours su qu'il était adopté, et avoir passé des années à essayer de retrouver ses origines biologiques. C'était son histoire officielle, celle qu'il présentait au juge, avec un visage sérieux et des documents soignés. Mauricio a fait une pause avant de continuer. Il m'a dit que cette histoire pouvait être vraie, ou pas. Que dans ce genre de cas, il était fréquent de voir apparaître des opportunistes, construisant des récits crédibles avec des documents fabriqués ou manipulés. Que ce n'était pas son travail de juger Ivan en tant que personne, mais que c'était son travail de protéger mes droits en tant qu'héritier légitime. Et, pour cela, il avait besoin que je lui raconte absolument tout ce dont je me souvenais sur ma mère, sa vie, les gens autour d'elle, tout ce qui pouvait être pertinent. J'ai commencé à parler, et, au fur et à mesure que je parlais, quelque chose d'étrange s'est produit. J'ai commencé à me souvenir de choses que je croyais avoir oubliées. La voix de ma mère, ses mains, la façon dont elle pliait les vêtements avec une précision presque cérémoniale, l'odeur de sa cuisine le dimanche, les silences. Elle avait parfois de longs et profonds silences que, enfant, je ne comprenais pas, mais que maintenant, à 44 ans, avec l'expérience de porter mes propres silences, je reconnaissais comme les silences de quelqu'un qui porte un fardeau lourd. Il y a une chose en particulier que j'ai racontée à Mauricio, et qu'il a notée avec une attention spéciale. Quand j'avais 12 ou 13 ans, ma mère avait reçu la visite d'un homme. Un homme que je ne connaissais pas, d'environ 50 ans, bien habillé, qui est arrivé un jour à l'improviste, et qui a parlé avec elle dans la cuisine pendant près d'1 heure, la porte fermée. J'étais dans ma chambre en train de faire mes devoirs, et j'entendais les voix, sans en comprendre les mots. Quand l'homme est parti, ma mère est sortie de la cuisine avec les yeux rouges, sans pleurer, mais avec ce visage que l'on a après avoir pleuré récemment, et qu'on apprend vite à reconnaître. Je lui ai demandé qui c'était. Elle m'a dit que c'était une vieille connaissance, que ce n'était pas important, et elle a changé de sujet. Je n'ai plus jamais revu cet homme. Je n'ai plus jamais posé la question,
mais l'image s'était gravée quelque part dans ma mémoire, sans que je le sache. Et maintenant, en le racontant à Mauricio dans ce café, je me demandais si cet homme avait un lien avec tout ça. Si cette visite mystérieuse, ces pleurs retenus de ma mère, cette porte fermée, faisaient partie du même secret qui se trouvait aujourd'hui sur la table, sous la forme de documents, de litiges juridiques, et d'un prénom que je ne connaissais pas. Mauricio m'a dit que c'était exactement le genre de détail qui pouvait faire la différence, que nous allions enquêter, qu'il avait des contacts qui pourraient nous aider à reconstituer les parties de l'histoire que les documents ne couvraient pas. Il m'a aussi dit qu'il fallait agir vite, que les délais étaient bien réels, et que chaque jour passé sans que je ne dépose de réclamation officielle, était un jour dont Yvan profitait pour renforcer sa position. L'après-midi même, nous sommes allés ensemble à l'état civil. Nous avons obtenu des copies de mon acte de naissance, de l'acte de décès de ma mère, et des documents d'identité que Mauricio avait conservés dans le dossier. Ensuite, nous sommes allés à des archives municipales, où se trouvaient les registres de l'adresse à laquelle j'avais vécu avec Uleia pendant mon enfance. Chaque papier obtenu était une petite pièce, parfois insignifiante à elle seule, mais qui faisait partie de quelque chose de plus grand, que nous construisions avec patience et méthode. En sortant des archives, alors que nous marchions dans la rue avec les papiers sous le bras, j'ai reçu un message sur mon téléphone, provenant d'un numéro que je ne connaissais pas. Je l'ai ouvert et j'ai lu « Je sais qui tu es, et je sais ce que tu fais. Ce serait plus facile pour tout le monde si tu acceptais un arrangement. J'ai des choses que tu n'as pas pensées. » Il n'y avait ni nom, ni signature, mais il ne m'a pas fallu longtemps pour deviner de qui il venait. Yvan savait déjà que j'étais apparu. Yvan savait déjà que j'allais me battre, et Yvan avait décidé que la première chose qu'il ferait, serait d'essayer de me faire peur. J'ai montré le message à Mauricio. Il l'a lu. Il l'a placé dans une pochette à preuve, qu'il a sortie de sa mallette, avec une désinvolture qui m'a indiqué que ce genre de choses ne le surprenait pas. Et il m'a dit quelque chose qui m'est resté en tête. Il m'a dit, « Francisco, à partir de ce moment, tout ce que tu reçois, tout ce qu'on te dit, tout ce qu'on t'offre, tu me le montres d'abord. Ne réponds à rien. Ne réagis pas en public. Ne parle de cette affaire à personne. En ce moment, la discrétion vaut plus que n'importe quel argument juridique. » J'ai hoché la tête, et j'ai rangé mon téléphone. Nous avons continué à marcher, mais à l'intérieur de moi, quelque chose avait encore changé, car ce message confirmait une chose importante. Yvan n'agissait pas comme quelqu'un qui cherche simplement ses racines. Il agissait comme quelqu'un qui a un plan, quelqu'un qui calcule, quelqu'un prêt à utiliser la pression, l'intimidation, la peur, pour obtenir ce qu'il veut. Et cela m'en disait beaucoup plus sur qui il était vraiment, que n'importe quel document présenté par ses avocats. Cette nuit-là, de retour à la pension, je me suis assis sur le lit, et j'ai repensé à ma mère, encore une fois. J'ai pensé au fait qu'elle avait construit tout ça, ce système de protection, ce testament, ce trust, soigneusement conçu pour garantir que ce qui m'appartenait me revienne. Elle avait pensé à tout, sauf au fait que je serais seul le moment venu. Seule, elle n'aurait pas pu tout imaginer, mais elle m'avait laissé Mauricio. Elle m'avait laissé les documents. Elle m'avait laissé une histoire qui, bien qu'incomplète, était réelle. Et, plus important encore, elle m'avait laissé une raison de croire, quand tout le reste avait disparu. Je n'allais pas gaspiller cela. Pas après tout ce qui s'était passé. Les jours qui ont suivi ont été les plus étranges de ma vie. Étranges, parce qu'en apparence, tout restait pareil. Je continuais à vivre dans cette petite pension. Je n'avais toujours ni travail fixe, ni maison à moi. Je continuais à être le même homme qui, 2 semaines plus tôt, avait signé des papiers de divorce avec des mains tremblantes. Mais à l'intérieur, quelque chose avait commencé à bouger. C'était lent. C'était fragile. C'était comme cette plante dans la cour intérieure de la pension, que personne n'arrosait, et qui pourtant restait là, verte, têtue, refusant de se dessécher complètement. Quelque chose en moi avait refusé de s'éteindre. Et ce quelque chose, aussi petit fût-il, me maintenait debout. Mauricio et moi nous sommes rencontrés presque tous les jours, parfois à son bureau, un espace ordonné et sobre, dans un bâtiment du centre-ville, qui sentait le papier et le vieux café, parfois dans ce café qui était déjà devenu notre point de rendez-vous non officiel. Nous avons examiné des documents, comparé des dates, tracé des liens entre des faits qui, à première vue, ne semblaient pas connectés. C'était un travail lent, et parfois frustrant, parce que l'histoire de ma mère comportait de grandes lacunes, des zones d'ombre où l'information n'existait tout simplement pas,
ou bien n'étaient pas faciles d'accès. Mais, chaque fois que nous trouvions quelque chose, chaque fois qu'une pièce s'emboîtait, j'avais l'impression de me rapprocher de quelque chose de plus grand que de l'argent. Je me rapprochais de la compréhension de qui Uleya avait réellement été. Et cela, d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas, m'importait plus que les 18 millions. C'est au cours d'une de ces sessions de recherche, que Mauricio m'a montré quelque chose qui m'a laissé sans voix. C'était un vieux document, de ceux qui ont les bords jaunis et l'encre un peu effacée, mais qui restait parfaitement lisible. C'était un contrat signé par ma mère en 1987, soit 11 ans avant sa mort, avec une société d'investissement qui n'existait plus, mais dont les registres avaient été absorbés par une autre entité financière. Le contrat décrivait un investissement initial qu'Uleya avait réalisé avec son propre argent. Une somme qui n'était pas énorme à l'époque, mais qui n'était pas petite non plus, pour une femme dans sa situation. Le document décrivait les conditions dans lesquelles cet argent fructifierait au fil du temps, protégé par une structure juridique spécifique, destinée à un bénéficiaire, décrit dans le document simplement comme son fils légitime. J'ai demandé à Mauricio d'où ma mère avait tiré cet argent initial. Il m'a répondu que c'était précisément ce qu'ils avaient cherché à découvrir. Et voici ce qu'ils avaient trouvé. Avant de rencontrer mon père, Uleya avait travaillé pendant plusieurs années, comme administratrice, dans l'entreprise familiale d'un homme riche. Elle avait été une employée de confiance, discrète, efficace, l'une de ces personnes qui deviennent indispensables sans faire de bruit. Cet homme, au moment de prendre sa retraite et de dissoudre l'entreprise, avait laissé à ma mère une somme d'argent, en récompense pour ses années de travail loyal. Ce n'était pas une fortune à l'époque, mais Uleya avait été intelligente, elle avait cherché conseil, elle avait bien investi, et elle avait protégé cet argent avec une discipline que je ne lui connaissais pas, parce qu'elle ne m'en avait jamais parlé. Et pendant plus de 3 décennies, cet argent avait grandi, tout seul, en silence, en attendant. Je suis resté un moment à assimiler le fait que ma mère, Uleya, la femme que je me rappelais voir raccommoder les vêtements pour économiser, qui achetait les légumes en fin de journée quand ils étaient moins chers, qui ne demandait jamais rien à personne. Que cette même femme avait détenu un compte pendant des années, avec une fortune qui fructifiait à l'intérieur, sans jamais en dire un seul mot. J'ai demandé à Mauricio pourquoi. Pourquoi elle ne me l'avait pas dit? Pourquoi elle n'avait pas utilisé cet argent pour vivre mieux, pour s'offrir un peu plus de confort, ou, au moins, pour me dire que cela existait? Mauricio a répondu calmement. Il m'a dit qu'il y avait une note dans le testament, une note manuscrite de ma mère, jointe au document principal, expliquant sa décision. Ce n'était pas une longue lettre. C'était 3 courts paragraphes. Mauricio me l'a lu lentement, avec le même ton calme avec lequel il disait tout, et j'ai écouté chaque mot sans bouger. Ma mère avait écrit qu'elle avait économisé cet argent pour moi, parce qu'elle savait que la vie pouvait être cruelle et imprévisible. Qu'elle ne voulait pas me le donner de son vivant, parce qu'elle craignait que cela ne change quelque chose entre nous, et que j'arrête d'apprendre à me débrouiller seul. Que l'argent facile ferait ce que l'argent facile fait habituellement aux jeunes. Elle avait écrit qu'elle voulait que je construise ma vie, d'abord de mes propres mains. Et quand le bon moment viendrait, quand j'en aurais vraiment besoin, cet argent serait là, comme une étreinte différée, comme une façon de me dire qu'elle avait toujours pensé à moi, même dans le silence. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Mes yeux se sont remplis de larmes. Je n'ai pas pleuré bruyamment. C'était silencieux, comme tout ce qui concernait ma mère. Quelques larmes qui sont tombées toutes seules, pendant que je regardais la table, et que je respirais lentement. Mauricio a eu le tact de ne rien dire pendant un moment. Il a simplement attendu. Et quand j'ai levé les yeux, il m'a dit doucement qu'il comprenait que c'était beaucoup à digérer, mais que nous devions continuer, car le temps ne s'arrêtait pas, et Yvan non plus. Dans les jours qui ont suivi, j'ai commencé à en apprendre davantage sur lui. Pas par des enquêtes directes, mais parce que ses mouvements commençaient à devenir visibles. Il avait engagé un cabinet d'avocats très connu dans la ville, disposant de ressources considérables, et réputé pour son agressivité au tribunal. Ils ont déposé une série de requêtes pour retarder le processus de validation du testament, arguant qu'ils avaient besoin de plus de temps pour rassembler des preuves. C'était une tactique classique, m'a expliqué Mauricio, pour épuiser la partie adverse. Pour faire durer le processus si longtemps, que l'autre partie se fatigue, manque de ressources, ou commette une erreur par désespoir. Mais il y avait autre chose. Yvan avait commencé à parler. Pas au tribunal, mais en dehors. Quelqu'un m'a dit, par l'intermédiaire de Mauricio, qu'Yvan avait fait des commentaires, dans les cercles où gravitaient les personnes familières avec l'affaire,
affirmant que j'étais un homme instable, qui venait de traverser un divorce traumatisant, que ma situation financière était désastreuse. Et que tout cela me rendait peu fiable en tant que plaignant. Il construisait un récit, non pas sur les documents, mais sur moi, sur mon caractère, sur ma crédibilité en tant que personne. Cela m'a dérangé bien plus que n'importe quel document juridique qu'il aurait pu présenter, parce que c'était une tactique sale. C'était utiliser ma douleur, mes fautes, mon divorce, comme une arme. C'était transformer la pire chose qui me soit arrivée, en un argument contre moi. Et le pire, c'est que, d'une certaine manière, ça fonctionnait, parce que dans le monde juridique, la perception compte, le récit compte. Et si Yvan réussissait à implanter l'idée que j'étais un homme brisé et instable, avant même que le juge ne lise les documents, cela pourrait avoir de vraies conséquences. J'ai dit à Mauricio ce que je ressentais. Je lui ai dit que je voulais répondre. Je voulais clarifier les choses publiquement. Je n'allais pas rester silencieux pendant que quelqu'un utilisait ma vie comme munition. Mauricio m'a écouté patiemment, puis il m'a dit quelque chose, qui a été difficile à accepter sur le moment, mais qu'avec le temps, j'ai compris comme étant la chose la plus sage qu'il m'ait dite jusqu'alors. Il a dit, « Francisco, la réponse la plus puissante que tu puisses donner en ce moment, ce n'est pas une déclaration. C'est ton comportement. C'est d'arriver à l'heure à chaque réunion. C'est d'avoir chaque document en ordre. C'est de ne pas perdre ton calme, ni en public, ni en privé. Yvan veut que tu réagisses. Il veut que tu fasses une erreur. Ne lui fais pas ce cadeau. » Je suis resté silencieux, j'ai serré les dents, j'ai hoché la tête, et j'ai gardé mon envie de répondre, dans cet endroit où l'on range les choses qui font mal, mais qu'on ne peut pas encore ressortir. Cette semaine-là, j'ai aussi eu des nouvelles de Susanna, non pas directement, mais par Lourdes, la voisine, qui a appelé sur mon téléphone, parce qu'elle avait obtenu mon numéro par une connaissance commune. Elle m'a dit que Susanna avait posé des questions sur moi, que quelqu'un lui avait parlé d'un avocat et d'un héritage, et que Susanna était très intéressée de savoir ce qui se passait. Lourdes m'a raconté ça, avec cette honnêteté directe qu'ont les personnes âgées, quand elles n'ont plus le temps de tourner autour du pot. Elle m'a dit, « Francisco, cette femme sent l'argent de très loin. Fais attention. » J'ai raccroché le téléphone, et j'ai fixé le mur de la pension. Susanna. La même qui m'avait dit depuis sa voiture que personne n'avait besoin de moi. La même qui avait signé des papiers pour me laisser sans rien. La même qui avait ri, pendant que je portais mes sacs dans la rue. Et maintenant, à peine quelques semaines plus tard, elle cherchait déjà des informations sur moi. Elle était déjà intéressée, reniflant déjà, comme disait Lourdes, ce qu'il y avait dans l'air. Je n'ai pas ressenti de colère à ce moment-là. J'ai ressenti quelque chose de plus froid, quelque chose s'apparentant à de la clarté. Parce que j'ai compris que tout ce qui allait arriver exigerait de moi une version que je n'avais pas encore fini de construire. Une version plus ferme, plus calculée, plus capable de voir ce qui se cache derrière chaque mouvement, chaque mot, chaque silence. J'avais passé 16 ans à ne pas voir ce qui se trouvait juste devant moi. Je n'allais pas faire cette erreur 2 fois. Cette nuit-là, avant de dormir, j'ai sorti de ma poche la carte que Mauricio m'avait donnée le premier jour. Je l'ai regardée un instant, puis je l'ai rangée soigneusement dans la partie la plus sûre de mon portefeuille, en me disant que ma mère, où qu'elle soit, avait attendu 25 ans pour que cela m'arrive. La moindre des choses que je puisse faire, c'était d'être à la hauteur de ce poids. La première audience a eu lieu un lundi matin. Je suis arrivé en avance, comme Mauricio me l'avait demandé. Il m'a prêté une chemise propre et repassée, car la mienne était froissée d'avoir vécu dans un sac. Et, bien que ce fût difficile à accepter au début, j'ai compris que l'image comptait à ce moment-là. Non par vanité, mais par stratégie. Parce que nous allions entrer dans une pièce où un juge allait se forger une première impression. Et cette première impression devait être celle d'un homme serein, ordonné, confiant. Et non pas celle de quelqu'un qui venait de tout perdre, et qui dormait dans une pension, avec une plante non arrosée dans la cour. Le palais de justice avait cette froideur particulière qu'ont les endroits où se prennent des décisions importantes sur la vie des gens. De longs couloirs, une lumière artificielle, le bruit des talons sur les sols en marbre, des gens attendant sur des bancs, tenant des dossiers, et arborant l'expression de ceux qui ont attendu trop longtemps. Mauricio marchait à mes côtés avec sa mallette, saluant des personnes qu'il connaissait avec cette familiarité calme, qui vient d'années passées à évoluer dans ce monde. Je marchais en silence, regardant tout, enregistrant tout. Je les ai vus avant même d'entrer dans la salle.
Yvan et ses avocats étaient dans le couloir, en train d'examiner des documents près d'une fenêtre. C'était la première fois que je voyais Yvan en personne. Je m'étais préparé à ce moment, ou du moins c'est ce que je croyais, mais le voir était différent de ce à quoi je m'attendais. Il n'était pas l'homme menaçant que mon imagination avait construit pendant mes nuits d'insomnie. C'était un homme d'environ 40 ans, mince, bien habillé, avec une expression contrôlée qui ne trahissait rien. Il m'a regardé quand nous sommes entrés dans le couloir. Nos yeux se sont croisés juste une seconde. Il n'y a eu aucun geste, aucun mot, juste 7 secondes où deux personnes se jaugent sans rien dire, puis chacun a continué son chemin. Ses avocats étaient 3. Le principal était un homme plus âgé, aux cheveux gris, dans un costume gris, dégageant ce genre de confiance qui ne vient pas de l'arrogance, mais de l'expérience. Il s'appelait Daniel. Mauricio me l'avait décrit plus tôt. Méticuleux, froid, expert pour faire traîner les processus et trouver des failles là où d'autres n'en voient pas. Je l'ai observé quelques secondes avant d'entrer dans la salle. Je me suis dit que cet homme avait gagné beaucoup de procès dans cette même salle, et qu'il ne laisserait pas celui-ci n'être qu'un procès de plus. L'audience initiale a été technique et aride. Il n'y a pas eu de drame, ni de confrontation digne d'un film. C'était une série de déclarations formelles, de présentation des parties, d'examen des délais, et d'échange de documents préliminaires. Le juge était un homme d'un certain âge, à la voix posée, qui prenait des notes sans montrer d'émotion particulière. Mauricio a parlé avec précision, a présenté les documents de base, a établi mon identité en tant que fils légitime du Leia, avec les registres d'état civil que nous avions obtenus. Daniel, l'avocat d'Yvan, a présenté sa position avec la même froideur technique, arguant que la légitimité du testament était remise en question, et que son client avait le droit à une enquête complète avant toute résolution. Nous avons quitté la salle sans résolution finale. Comme prévu, Mauricio m'avait préparé à cela. Il m'avait expliqué que les premières audiences ne résolvaient rarement quelque chose. C'était davantage une déclaration d'intention des deux côtés, un moyen pour le juge de comprendre le terrain avant de commencer à décider. Mais, en sortant, alors que nous descendions le long couloir vers la sortie, il s'est passé quelque chose qui n'était pas dans le script. Yvan s'est approché de moi sans ses avocats. Il a simplement marché à mes côtés, et m'a parlé à voix basse, avec un calme que j'ai trouvé plus troublant que n'importe quel cri. Il m'a dit qu'il comprenait ma situation. Qu'il savait que je venais de traverser un divorce difficile. Qu'il savait que je n'avais pas grand-chose en ce moment, et que la dernière chose dont j'avais besoin, c'était un processus juridique long et coûteux, qui me laisserait encore plus épuisé. Il m'a dit qu'il avait une proposition à me faire. Si j'acceptais de reconnaître que les droits de succession devaient être partagés, il était prêt à m'offrir une compensation immédiate, 1 million d'euros en espèces. Pas de procès, pas d'attente, tout serait réglé en une semaine. Je me suis arrêté, et je l'ai regardé. 1 million. Pour un homme qui, à ce moment-là, vivait dans une pension avec 2 sacs de vêtements, ce chiffre était obscènement énorme. C'était tentant, d'une manière que j'ai honte d'admettre. Il y a eu une seconde, juste une seconde, où une partie de moi a calculé ce que je pourrais faire avec cet argent. Payer mes dettes, louer un appartement, recommencer à zéro sans me battre pendant des mois devant les tribunaux. Juste une seconde. Ensuite, j'ai respiré, et j'ai répondu. Je lui ai dit que j'appréciais. Je lui ai dit que c'était une offre intéressante, et je lui ai dit que j'en ferais part à mon avocat. Rien de plus. Pas de colère, pas d'insulte, pas de claquement de porte dramatique, juste ça. Et j'ai continué à marcher. Mauricio, qui avait observé la conversation de loin sans l'entendre, m'a rattrapé à la porte et m'a demandé ce qu'il m'avait dit. Je lui ai tout raconté. Il a noté chaque détail, puis il m'a regardé avec une expression qui ressemblait le plus à un sourire que je l'ai jamais vu faire. Il m'a dit, « Parfait. » Il vient de commettre sa première erreur. Je lui ai demandé quelle était cette erreur. Il m'a expliqué que le fait de m'avoir approché directement sans ses avocats, de m'avoir fait une offre verbale sans la documenter, était une irrégularité que nous pouvions exploiter. Ce genre de contact direct entre des parties en litige était techniquement interdit, une fois le processus formel entamé. Si Yvan avait agi ainsi, de manière informelle et calculée, c'était parce qu'il croyait que je ne le dénoncerais pas. Et cet excès de confiance, c'était exactement le genre de faille que nous cherchions. Cet après-midi-là, de retour au bureau, Mauricio a fait quelque chose à quoi je ne m'attendais pas. Il a appelé une femme qui travaillait dans les archives du tribunal,
quelqu'un qu'il connaissait pour avoir travaillé avec elle depuis des années, et il lui a demandé de chercher quelque chose de spécifique dans les registres historiques des affaires liées au nom d'Yvan. Pas dans le cadre du processus formel, mais comme une vérification des antécédents, que tout avocat consciencieux ferait. Ce qu'ils ont trouvé a mis 2 jours à arriver, et quand c'est arrivé, cela a complètement changé ma façon de comprendre à qui j'avais affaire. Yvan avait été impliqué dans une autre affaire d'héritage, 4 ans plus tôt, dans une autre ville. Une affaire où il était également apparu, en revendiquant des liens familiaux avec une personne décédée, avec des documents qui semblaient également solides, et avec la même histoire du fils non reconnu à la recherche de ses racines. Cette affaire s'était terminée par un règlement à l'amiable, dont le contenu était confidentiel, mais le seul fait que cela ait existé suffisait à soulever une immense question sur la légitimité de ses intentions. Maintenant, je montrais ça à Mauricio, le cœur battant. Il l'a lu lentement, comme il lisait tout, sans se presser. Puis, il a levé les yeux et a dit que c'était important, mais qu'il fallait le manipuler avec prudence. Nous ne pouvions pas simplement le présenter n'importe comment, car le juge pourrait considérer cela comme une attaque personnelle, sans substance juridique suffisante. Nous devions trouver le bon moyen de l'introduire dans le processus. La méthode qui ferait le maximum de dégâts au moment opportun, pas avant. Pendant ce temps, le cabinet de Daniel a présenté un nouvel élément. Un document qu'il affirmait avoir découvert récemment. Une lettre, censée avoir été écrite par ma mère, mentionnant un fils qu'elle avait eu avant de rencontrer mon père. Un fils dont elle avait dû se séparer, en raison de circonstances qui n'étaient pas clairement décrites. La lettre n'était pas précisément datée. La signature ressemblait à celle de ma mère, mais n'était pas identique. Et le papier, selon Mauricio, quand il l'a analysé, présentait des caractéristiques physiques qui ne correspondaient pas exactement à l'époque où la lettre était censée avoir été écrite. J'ai demandé si c'était un faux. Il m'a répondu qu'il y avait des éléments suspects nécessitant une expertise. Nous ne pouvions rien affirmer avec certitude pour le moment, mais nous ne pouvions pas non plus l'ignorer. Il a commandé une analyse graphologique et une analyse de datation du papier, à 2 experts indépendants. Les résultats prendraient quelques jours. Des jours que j'ai passés à la pension, à revoir des documents, à me souvenir de choses, à appeler des gens qui avaient connu ma mère, pour voir si quelqu'un se rappelait de quoi que ce soit d'utile. C'est au cours de ces appels que j'ai retrouvé Julio, un homme âgé, de presque 80 ans, qui avait été le voisin de ma mère quand j'étais petit, et qui vivait toujours dans le même quartier. Je l'ai appelé sans grand espoir, car je ne l'avais pas vu depuis des décennies, mais son numéro était toujours actif, et il a décroché à la 2e sonnerie. J'ai expliqué qui j'étais. Il y a eu un long silence, puis il m'a dit, avec cette voix lente qu'ont les personnes très âgées, qu'il était content que je l'appelle. Il y avait des choses qu'il avait toujours pensé que quelqu'un devrait savoir un jour. Il n'avait jamais su si c'était à lui de les dire. Mais, si je posais la question directement, il répondrait. Je lui ai posé la question directement, et ce que Julio m'a raconté cet après-midi-là, alors que j'étais assis sur le lit de la pension, le téléphone collé à l'oreille et retenant mon souffle, c'était la pièce manquante. La pièce que ma mère avait gardée secrète pendant des décennies. La pièce qui expliquait le secret, l'argent, le testament, et le nom d'Yvan, d'une manière que je n'aurais jamais imaginée, mais qui, une fois entendue, possédait une logique aussi parfaite que douloureuse. J'ai raccroché le téléphone, et je suis resté immobile un long moment. Dehors, il pleuvait. Le bruit de l'eau dans la cour de la pension était le seul son audible, et je suis resté là, à 44 ans, comprenant pour la première fois une partie de mon histoire, qui avait toujours été là, silencieuse, attendant le moment où je serais prêt à l'entendre. Julio m'avait tout raconté, lentement, avec cette cadence posée de quelqu'un qui a gardé un secret pendant très longtemps, et qui a besoin de le faire sortir avec soin, comme si les mots étaient des objets fragiles, qui pourraient se briser s'ils étaient prononcés trop vite. Il m'a raconté qu'il avait rencontré ma mère quand elle avait un peu plus de 20 ans, nouvellement arrivée dans le quartier, seule, avec une énergie tranquille qui attirait l'attention sans en avoir l'intention. Il m'a dit qu'Uleya était l'une de ces personnes dont on se souvient, non pas pour ce qu'elle disait, mais pour la façon dont elle faisait se sentir les autres. Présente, authentique, avec une dignité naturelle qui ne dépendait pas de ce qu'elle possédait, ou ne possédait pas. Il m'a dit, à l'époque, ta mère avait une relation avec un homme. Un homme marié. Il ne l'a pas dit avec jugement. Il l'a dit comme un fait, avec la neutralité de quelqu'un qui comprend que la vie des gens est compliquée, et que les décisions prises à 20 ans, ne peuvent pas toujours être expliquées avec la logique de 70 ans.
Cet homme était le propriétaire de l'entreprise où ma mère travaillait, le même homme qui, des années plus tard, au moment de prendre sa retraite, lui avait laissé l'argent qui allait devenir l'héritage. Mais ce que Julio me racontait maintenant allait bien au-delà de l'argent. Il m'a dit que ma mère était tombée enceinte. L'homme, en l'apprenant, avait réagi avec peur et avec de l'argent, comme les hommes qui ont peur et de l'argent ont souvent tendance à le faire. Qu'il avait fait pression sur ma mère pour qu'elle fasse adopter le bébé. Que Uleya, jeune, seule, et sans ressources pour se battre, avait cédé, qu'elle avait donné naissance à un garçon, et que ce garçon avait été confié à une famille vivant dans une autre ville. Et ma mère avait porté cette douleur et ce silence le reste de sa vie, sans le dire à personne, sans chercher le garçon, et sans pouvoir le faire, parce qu'une partie de l'accord qu'elle avait signé pour recevoir l'argent incluait une clause de silence sur le sujet. J'étais sans voix. Julio a continué. Il m'a dit qu'il savait ça, parce qu'il était là. Parce qu'un soir, bien longtemps après que tout cela se soit passé, ma mère a eu un de ces moments où le poids de garder un tel secret devient insupportable, et elle ne l'a dit qu'à lui, sans lui demander de faire quoi que ce soit avec cette information. Elle avait juste besoin que quelqu'un d'autre sache que ce garçon existait, qu'elle ne l'avait pas oublié, qu'elle pensait à lui. Ce garçon, c'était Yvan. Il n'était pas un imposteur, au sens le plus simple du terme. Il était, d'après ce que Julio me racontait, le fils biologique de ma mère. Un fils qu'elle avait eu avant de rencontrer mon père, avant ma naissance, avant que la vie ne prenne le cours qu'elle a pris. Un fils qu'elle avait abandonné, non par manque d'amour, mais à cause d'une pression à laquelle elle n'avait pas pu résister à l'époque. Et un fils qui, 40 ans plus tard, apparaissait maintenant pour réclamer un héritage, avec des documents qui pouvaient être partiellement réels, même si son histoire était construite d'une manière tortueuse. J'ai demandé à Julio s'il avait un moyen de prouver ce qu'il me racontait. Il m'a dit qu'il avait quelque chose. Ma mère, avant de mourir, lui avait donné une enveloppe scellée, et lui avait demandé de la garder. Elle ne lui avait jamais dit exactement ce qu'il y avait à l'intérieur, mais elle lui avait dit que, si quelqu'un cherchait un jour la vérité, cette enveloppe faisait partie de la réponse. Julio avait conservé cette enveloppe pendant 25 ans, au fond d'une boîte à chaussures sous son lit. Il ne l'avait jamais ouverte, n'avait jamais su si quelqu'un viendrait la chercher un jour, mais elle était restée là. Je lui ai demandé de ne pas l'ouvrir. Je lui ai demandé de ne pas la bouger. Je lui ai dit que j'allais le voir le lendemain, avec mon avocat. Julio a accepté. J'ai raccroché, et j'ai immédiatement appelé Mauricio. Je lui ai raconté tout ce que Julio m'avait dit, mot pour mot, sans rien omettre. Il y a eu un long silence à l'autre bout de la ligne. Puis, Mauricio m'a dit que cela changeait considérablement le paysage. Si l'enveloppe contenait ce qu'il pensait qu'elle pouvait contenir, nous avions entre les mains quelque chose qui pourrait définir l'affaire d'une manière qu'aucune des deux parties n'avait anticipée. Le lendemain matin, nous sommes allés ensemble chez Julio. C'était une petite maison, très bien rangée, avec de vieux meubles parfaitement entretenus, et des photographies sur les murs, qui racontaient des décennies de vie de famille. Julio nous a accueillis à la porte, avec ce calme qu'ont les personnes âgées qui n'ont plus peur de rien, parce qu'elles ont tout vu. Il nous a fait entrer, nous a offert du café, puis il est allé dans sa chambre, et est revenu avec une boîte à chaussures usées, qu'il a posée sur la table avec le soin de quelqu'un qui transporte quelque chose de sacré. Il a ouvert la boîte. À l'intérieur, parmi de vieux papiers et une photographie que je ne voyais pas clairement, se trouvait l'enveloppe blanche, scellée avec du ruban adhésif que le temps avait jauni, avec l'écriture de ma mère sur le devant. Il n'y avait rien d'écrit sur l'enveloppe, juste une ligne, une courte phrase avec l'écriture inimitable d'Uleya. Il était écrit, pour quand le moment sera venu. Mauricio l'a prise avec des gants, l'a photographiée, l'a examinée de l'extérieur pendant un instant. Puis il m'a regardé, et m'a demandé si je voulais l'ouvrir. J'ai répondu oui, que c'était celle de ma mère, et que si quelqu'un devait l'ouvrir, c'était moi. Je l'ai ouverte lentement. À l'intérieur, il y avait deux choses. Une lettre manuscrite, de plusieurs pages, avec l'écriture serrée et soignée d'Uleya, et une photographie. Une photographie de ma jeune mère, vers l'âge de 21 ou 22 ans, dans un hôpital, tenant un nouveau-né dans ses bras. Au dos de la photographie, et également de son écriture, il y avait une date et 3 mots, mon premier amour. Je n'ai pas pu lire la lettre sur le moment. Non. À cet instant, je l'ai passée à Mauricio, qui l'a lu en silence, avec une expression qui changeait lentement au fur et à mesure qu'il avançait dans les pages. Quand il a eu fini, il a levé les yeux,
et a dit « C'était exactement ce dont nous avions besoin ». Dans cette lettre, ma mère décrivait en détail l'histoire que Julio m'avait racontée. La grossesse, la pression, l'adoption forcée, l'accord, l'argent. Mais elle décrivait aussi autre chose. Quelque chose qui transformait ce document en une pièce juridique d'un poids énorme. Elle écrivait qu'au moment de rédiger le testament, elle était parfaitement consciente de l'existence de ce premier fils, et qu'elle avait pris une décision délibérée, clairement expliquée dans cette lettre, sur la façon de répartir ce qu'elle possédait. Ma mère me laissait la totalité de l'héritage. Non pas parce qu'elle ne reconnaissait pas Ivan, mais parce qu'elle expliquait que l'argent qu'elle avait accumulé provenait du même homme qui l'avait forcé à l'adoption, et que l'utiliser pour en faire bénéficier ce fils serait perpétuer une injustice qu'elle n'était pas disposée à maintenir après sa mort. C'était une décision chargée à la fois de douleur et de logique. C'était la décision d'une femme qui avait pensé à tout, avec une profondeur qui m'a coupé le souffle. Nous avons quitté la maison de Julio avec l'enveloppe, la lettre, la photographie, le tout correctement documenté, et signé par Julio en tant que témoin. Dans la rue, Mauricio m'a dit qu'avec ça en main, l'affaire avait complètement changé. Les experts avaient déjà confirmé que la lettre présentée par Ivan comportait des incohérences au niveau du papier et de l'encre, la rendant suspecte. Et maintenant, avec la lettre authentique de ma mère, le témoignage de Julio, et le précédent de l'affaire antérieure d'Ivan, nous disposions de 3 couches de preuves, construisant un argument solide et irréfutable. J'ai demandé si nous allions gagner. Il m'a regardé, et, pour la première fois depuis que je l'avais rencontré, il a répondu sans détour. Il a dit oui, que nous allions gagner. Mais il manquait encore le moment pour tout présenter. La manière dont les preuves étaient présentées importait tout autant que les preuves elles-mêmes. Et ce moment devait être calculé avec précision, lors de la bonne audience, devant le bon juge, sans se précipiter. J'ai hoché la tête. J'ai gardé tout ça dans cet endroit où l'on range les choses qu'on ne peut pas encore célébrer, mais dont on sent déjà qu'elles vont tout changer. Et, en marchant vers le centre-ville, j'ai repensé à ma mère, à cette photographie, à ce bébé qu'elle avait tenu et qu'elle avait dû laisser partir, à la douleur que ça avait dû être, et à la façon dont, même à travers cette douleur, elle avait trouvé un moyen de faire ce qui était juste. De me protéger, et de me laisser quelque chose de vrai quand elle ne pourrait plus être là. Le moment d'utiliser tout cela approchait, et cette fois, j'étais prêt. L'audience finale était fixée à un jeudi. Mauricio me l'avait annoncé une semaine à l'avance, et, à partir de ce moment, le temps a commencé à s'écouler bizarrement. Parfois trop lentement, et parfois si vite qu'il était difficile de suivre. Il y a quelque chose dans le fait de savoir que tout sera résolu à une date précise, dans une pièce précise, qui donne à chaque heure qui passe un poids particulier. Je me réveillais le matin à la pension, je fixais le plafond, et je me disais que j'étais plus près du but. Tout ce qui avait commencé sur un trottoir froid, avec 2 sacs de vêtements, était sur le point de trouver son point final. Pendant cette semaine-là, Mauricio et moi avons tout revu une dernière fois. Chaque document, chaque date, chaque détail. Les experts ont rendu leurs rapports finaux, et tous les deux étaient accablants. L'analyse graphologique confirmait que la lettre présentée par Ivan comportait une signature qui ne correspondait pas exactement aux signatures authentiques de ma mère sur d'autres documents de la même période. L'analyse de datation du papier indiquait que le document avait été produit à une période ultérieure à celle qu'il prétendait représenter. En termes simples, la lettre était un faux. Pas complètement inventé, car certains éléments avaient pu être copiés à partir de sources réelles, mais manipulés d'une manière qui la rendait juridiquement invalide comme preuve. À cela s'ajoutait le témoignage de Julio, qui avait accepté de témoigner officiellement. Un homme de près de 80 ans, sans aucun intérêt personnel dans l'issue de l'affaire, avec une mémoire claire, et une crédibilité difficile à attaquer. Et il y avait aussi la lettre authentique de ma mère. Ce document écrit de sa propre main, expliquant avec une clarté dévastatrice chaque décision qu'elle avait prise, et pourquoi. 3 couches, 3 arguments se soutenant mutuellement. Mauricio m'a dit que c'était le dossier le plus solide qu'il ait monté depuis des années. Mais il manquait quelque chose. Ou plutôt, il manquait quelqu'un. Il manquait Clara. Clara était une femme d'environ 45 ans, qui travaillait dans le service des archives de l'étude notariale où le testament de ma mère avait été initialement rédigé et scellé. Mauricio l'avait contactée des semaines plus tôt, dans le cadre d'une enquête de routine, mais Clara avait été évasive, répondant au strict minimum, et n'offrant rien de plus. Mauricio soupçonnait qu'elle savait quelque chose. Qu'il y avait quelque chose dans les registres internes du notaire qui pouvait être pertinent,
mais qu'elle ne voulait rien partager sans être sûre que c'était le bon moment. 2 jours avant l'audience, Clara a appelé Mauricio. J'étais dans le bureau quand l'appel est arrivé, et j'ai vu l'expression de Mauricio changer pendant qu'il écoutait. Il a noté quelque chose, a dit quelques mots, et a raccroché. Il m'a regardé, et m'a dit que Clara voulait nous rencontrer le jour même. Elle avait quelque chose à nous montrer. Elle avait décidé de parler. Nous nous sommes retrouvés dans un café différent de notre endroit habituel, un endroit que Clara avait choisi, loin du centre-ville, dans un quartier calme où il était peu probable que quelqu'un les reconnaisse. Clara est arrivée à l'heure, avec un dossier sous le bras, et l'expression de quelqu'un qui a pris une décision difficile, et qui a décidé de ne pas reculer. Elle s'est assise, nous a regardés tous les deux, et sans préambule inutile, nous a raconté ce qu'elle savait. Des semaines avant que la procédure légale ne commence officiellement, quelqu'un avait contacté l'étude notariale où elle travaillait. Quelqu'un de l'équipe juridique d'Ivan, qui avait demandé l'accès aux registres originaux du testament d'Uleia, sous prétexte qu'il s'agissait d'une révision de routine. Clara avait traité la demande, sans se douter de rien sur le moment, mais plus tard, en vérifiant les journaux d'accès, elle avait remarqué quelque chose d'irrégulier. Certains folios du dossier original avaient été consultés dans un ordre qui ne correspondait pas à la procédure normale, et l'un des tampons de vérification des documents, un tampon secondaire qui passe généralement inaperçu, avait été photographié de manière isolée, séparé du reste du document. Clara ne pouvait pas prouver avec une certitude absolue ce qu'ils avaient fait de cette photographie. Mais ses années d'expérience à ce poste lui disaient que ce type d'accès sélectif, à des éléments spécifiques d'un document original, n'avait qu'une seule application pratique, reproduire des éléments authentiques pour les incorporer dans des documents fabriqués. C'était la façon la plus sophistiquée de fabriquer un faux crédible, en utilisant de vraies pièces pour donner de la légitimité à quelque chose qui ne l'était pas. Mauricio a écouté tout cela sans l'interrompre. Quand Clara a eu fini, il lui a demandé si elle était prête à déclarer cela officiellement. Il y a eu un silence. Clara a regardé la table, puis elle a levé les yeux et a dit oui. Elle avait passé des semaines à se demander si c'était son rôle de faire cela, si le risque professionnel que cela impliquait en valait la peine, et si quelqu'un la croirait. Mais elle ne pouvait pas rester silencieuse, en sachant ce qu'elle savait. Il y a des choses qu'on ne peut pas ignorer sans perdre une part de soi-même. Je l'ai remerciée. Je le pensais vraiment, sans exagérer, en la regardant dans les yeux. Elle a hoché la tête, et elle est repartie avec la même discrétion qu'à son arrivée. De retour au bureau, Mauricio a tout organisé pour intégrer le témoignage de Clara au dossier. C'était la pièce finale, celle qui reliait directement, et de manière documentée, la falsification à l'équipe d'Ivan. Il ne s'agissait plus seulement de prouver que la lettre était fausse. Il y avait maintenant la preuve de la manière dont ils avaient accédé aux éléments pour la fabriquer. Cela transformait l'affaire, ce n'était plus un simple litige civil pour un héritage, cela devenait quelque chose de potentiellement beaucoup plus grave, quelque chose qui pourrait avoir des conséquences pénales pour Ivan et son équipe, allant bien au-delà de la perte du procès. La nuit précédant l'audience, je n'ai pas dormi. Non pas par peur, ou du moins, pas seulement par peur. C'était quelque chose de plus complexe que ça. C'était la somme de tout ce qui s'était passé au cours de ces dernières semaines. Tout ce que j'avais appris sur ma mère, sur moi-même, et sur la façon dont la vie peut basculer complètement, dans le temps qu'il faut à un homme en costume pour se planter devant vous sur un trottoir, et vous demander votre nom. J'ai repensé à Susanna, à sa voix depuis la voiture, à cette phrase qu'elle m'avait dite devant témoin, avec ce sourire qui n'en était pas un. J'ai repensé à quel point ce souvenir était différent maintenant. Parce que, lorsqu'elle l'avait dit, une partie de moi y avait cru. Une petite partie de moi, mais bien réelle, avait pensé qu'elle avait peut-être raison. Que j'étais peut-être exactement ce qu'elle disait, un raté. Quelqu'un dont personne n'avait besoin. Et maintenant, allongé dans ce lit de pension, avec un toit au-dessus de la tête, je pouvais voir clairement que cette partie de moi avait eu tort. Non pas parce que j'allais hériter de 18 millions d'euros, mais parce que j'avais passé des semaines à affronter quelque chose d'immense sans abandonner. J'avais cherché Julio. J'avais écouté Clara. J'avais ouvert cette enveloppe avec des mains tremblantes, et j'avais lu ce qu'il avait fallu toute une vie à ma mère pour écrire. Cela ne faisait pas de moi un raté. Cela faisait de moi un homme encore debout. Je me suis réveillé tôt, je me suis douché, je me suis habillé avec les vêtements les plus propres que j'avais, et j'ai bu le café de la pension en restant debout près de la fenêtre donnant sur la cour. La plante non arrosée de la cour avait une nouvelle petite feuille verte, à peine éclose. Je l'ai regardée un instant, puis j'ai pris mon dossier de documents,
et je suis parti. Mauricio m'attendait à la porte du tribunal, avec 15 minutes d'avance. Il m'a regardé de haut en bas, a hoché la tête en signe d'approbation, et ne m'a dit qu'une seule chose avant d'entrer. Il m'a dit, aujourd'hui, tu n'as rien d'autre à faire que d'être présent, et de faire confiance à ce que nous avons construit. J'ai hoché la tête. Nous sommes entrés ensemble. Et, en marchant dans ce long couloir, sous cette lumière artificielle, avec le bruit des talons sur le marbre, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. J'ai ressenti que j'étais exactement là où je devais être. La salle était pleine, non pas de curieux, mais de personnes ayant un rôle concret dans ce qui allait se passer. Le juge était à sa place, avec cette expression impassible de quelqu'un qui a entendu trop d'histoires pour se laisser surprendre facilement. Les avocats d'Ivan rangeaient leurs papiers avec une efficacité qui tentait de projeter de la confiance. Mauricio, à mes côtés, gardait sa mallette fermée sur la table, parce que tout ce dont nous avions besoin était déjà à l'intérieur du dossier, et rien ne devait être révélé prématurément. Ivan était assis de l'autre côté de la salle, dans son costume sombre, avec son expression contrôlée. Il ne me regardait pas directement, mais il était constamment conscient de ma présence. Le juge a ouvert la séance avec les formalités habituelles, a passé en revue les termes de l'audience, a confirmé la présence des parties, et a établi l'ordre dans lequel les plaidoiries finales seraient présentées. Daniel, l'avocat principal d'Ivan, a pris la parole en premier. Il l'a fait avec l'aisance de quelqu'un qui a passé des décennies à construire des arguments dans des salles comme celle-ci. Il a présenté l'histoire d'Ivan avec une structure narrative presque parfaite. Le fils non reconnu, la recherche de ses origines, les documents censés prouver son lien avec Uleia. La lettre, le tout articulé avec une précision qui, si l'on ignorait ce que je savais, aurait pu être convaincante. Pendant que Daniel parlait, j'ai observé le juge, il prenait des notes, hochait parfois légèrement la tête, ne montrait rien. Mais j'avais appris, au cours de ces semaines, que les juges qui ne montrent rien sont ceux qui assimilent le plus, et cela m'a gardé serein. Quand ce fut le tour de Mauricio, quelque chose dans la salle a changé. Pas de manière dramatique. Il n'a pas tapé du poing sur la table, il n'a fait aucune déclaration théâtrale. C'était plus subtil que ça. C'était dans la façon dont Mauricio s'est levé calmement, a ouvert sa mallette sans précipitation, et a placé une série de documents sur la table, dans un ordre spécifique que je connaissais déjà, mais qui, pour le reste de la salle, était nouveau. Il a commencé par parler des experts. Il a présenté les rapports d'analyse graphologique et de datation du papier, avec une clarté technique qui ne laissait aucune place à l'interprétation. La lettre, présentée par Ivan comme la preuve centrale de sa réclamation, était un faux. Ce n'était pas une opinion. C'était la conclusion de deux experts indépendants, utilisant des méthodologies différentes, mais aboutissant au même résultat. Daniel a essayé d'interrompre. Le juge lui a fait signe d'attendre son tour. Mauricio a continué, sans modifier son rythme. Il a présenté le témoignage écrit de Julio. Il l'a lu à haute voix, lentement, avec cette précision qui lui était propre, en s'assurant que chaque mot porte exactement le poids qu'il devait avoir. La salle écoutait en silence, tandis que la voix de cet homme de près de 80 ans, transcrite sur papier mais bien vivante, décrivait ce qu'il savait d'Uleia. Ce qu'elle lui avait dit. Ce qu'il avait gardé pendant 25 ans dans une boîte à chaussures, parce qu'il ne savait pas quoi en faire, jusqu'à ce que quelqu'un lui pose la question. Ensuite, Mauricio a présenté la lettre authentique de ma mère. L'original, dans son enveloppe, avec la chaîne de possession documentée depuis le moment où Julio nous l'avait remise. Il l'a lu en entier, et, en entendant les mots d'Uleia résonner dans cette salle froide et formelle, j'ai ressenti quelque chose que je ne m'attendais pas à ressentir. J'ai ressenti sa présence. Pas d'une manière surnaturelle ou mystique, mais de la même manière que les personnes que nous aimons continuent d'exister à travers les choses qu'elles ont laissées, les décisions qu'elles ont prises, les mots qu'elles ont écrits quand personne ne les regardait. Ma mère avait écrit cette lettre seule, à un moment de sa vie dont je n'avais pas été témoin, en pensant à un avenir qu'elle ne verrait pas. Et maintenant, ces mots étaient dans cette salle, et ils faisaient exactement ce qu'elle avait voulu qu'ils fassent. Quand Mauricio a terminé de lire la lettre, il y a eu un silence qui a duré plusieurs secondes. Le juge n'écrivait pas, il regardait simplement les documents posés sur son bureau. C'est à ce moment-là que Mauricio a introduit la partie concernant Clara. Il ne l'a pas nommée directement sur le coup, mais il a présenté sa déclaration formelle, comme étant le témoignage d'une employée d'une étude notariale, identifiée par son poste et son numéro d'enregistrement professionnel.
décrivant l'accès irrégulier aux documents originaux du testament par l'équipe juridique d'Ivan. Il a décrit la demande, les dates, la procédure habituelle, et la conclusion technique quant à l'utilisation probable de ces éléments pour fabriquer la fausse lettre. Daniel s'est levé, a soulevé une objection, et a affirmé que ce témoignage était circonstanciel. Qu'il n'y avait aucune preuve directe que son client ou son équipe ait fabriqué un quelconque document. Que c'était une accusation grave, sans fondement suffisant. Le juge a écouté, puis il lui a dit que son objection était notée, et a demandé de poursuivre. Il l'a dit avec un calme qui n'était pas neutre. C'était le calme de quelqu'un qui s'était déjà fait une opinion, et qui attendait simplement la fin du processus pour l'exprimer formellement. Ivan, pour la première fois de toute l'audience, a perdu son expression contrôlée. J'ai vu le moment exact où quelque chose s'est brisé derrière ses yeux. Ce n'était pas un effondrement visible, juste un battement de paupières, une tension dans la mâchoire, une façon de bouger sur sa chaise qui trahissait son inconfort. Petit, mais réel, et je l'ai vu parce que je l'avais observé attentivement depuis mon entrée dans cette salle. Daniel a demandé du temps pour répondre aux nouvelles preuves. Le juge a accordé une suspension de séance de 15 minutes. Pendant cette suspension, dans le couloir, j'ai vu Ivan parler à voix basse avec Daniel, avec une intensité qui n'avait plus rien à voir avec le calme calculé des semaines précédentes. J'ai vu Daniel secouer légèrement la tête à un moment donné. J'ai vu Ivan passer la main dans ses cheveux, avec un geste qui n'appartenait pas à un homme ayant tout sous contrôle. Mauricio et moi nous sommes assis sur un banc du couloir, sans parler. Il n'y avait plus rien à dire qui n'ait déjà été dit. Nous avons simplement attendu. Quand la séance a repris, Daniel a présenté sa réponse. C'était plus court que ce à quoi je m'attendais, plus défensif. Des arguments qui sonnaient auparavant comme solidement construits, ressemblaient maintenant à quelqu'un essayant de colmater des brèches avec ses doigts. Il a remis en question la chaîne de possession de la lettre d'Uleia. Il a remis en question l'objectivité de Julio, en raison de sa relation personnelle avec ma mère. Il a essayé d'instiller le doute sur les experts, arguant qu'ils avaient été engagés par notre parti. C'étaient des arguments valables dans l'absolu, mais faibles dans le contexte, parce que chacun d'eux avait été anticipé, et réfuté dans le dossier que Mauricio avait mis des semaines à construire méticuleusement. Le juge a tout écouté, a pris ses dernières notes, puis, sans prendre plus de temps que nécessaire, il a prononcé sa résolution. Il a déclaré le testament d'Uleia entièrement valide. Il a établi que les preuves présentées par la partie plaignante, à savoir Ivan, n'atteignaient pas le standard légal requis pour contester un testament notarié. Et il a souligné qu'il y avait des éléments suffisants pour soupçonner qu'au moins une partie de cette documentation avait été manipulée, ce qui entraînerait une enquête distincte par les autorités compétentes. Il a reconnu mon identité en tant qu'héritier légitime, sans litige en cours, et a ordonné le début du processus de transfert de l'héritage à mon nom. 18 millions d'euros légitimement à moi. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai fait aucun geste dramatique. J'ai juste fermé les yeux pendant une seconde. Juste une seconde. Et, dans cette seconde, j'ai pensé à ma mère, à ses mains, à sa voix, et à cette phrase du jour de mon mariage, que je comprenais maintenant pleinement. Garder les yeux ouverts ne gâche rien. Je les avais gardés fermés trop longtemps, mais je les avais ouverts pile au moment où c'était le plus important. Ivan a quitté la salle sans me regarder. Daniel a rassemblé ses papiers, avec l'efficacité professionnelle de quelqu'un qui pense déjà à la prochaine affaire. Je suis resté assis encore un moment, laissant la salle se vider, laissant le silence s'installer. Mauricio a posé une main sur mon épaule et n'a rien dit. Ce n'était pas nécessaire. Dehors, dans la rue, le soleil perçait à travers les nuages, avec cette lumière particulière des après-midi qui décide de s'améliorer après un mauvais début. J'ai respiré. L'air était froid, mais ça ne m'a pas dérangé. Je me suis souvenu du trottoir où je m'étais assis avec mes sacs, de la bordure où j'avais regardé le sol pendant que Susanna s'éloignait dans sa voiture. Je me suis souvenu de la plante non arrosée, dans la cour de la pension, qui avait fait pousser une nouvelle feuille ce matin-là. Je me suis souvenu de tout ce chemin, et j'ai compris que ce chemin n'était pas un accident. C'était exactement ce qui avait été nécessaire pour atteindre ce moment, en étant l'homme que je devais être pour le recevoir. Des semaines plus tard, Susanna a essayé de me contacter. Un message d'abord, puis un appel auquel je n'ai pas répondu, puis une tentative via l'URD qui a également échoué. Il n'y avait aucune colère de ma part, aucun discours de rejet élaboré, juste du silence. Le même silence qu'elle m'avait, sans le vouloir,
appris à utiliser pendant 16 ans de mariage, où je parlais sans être entendu. Maintenant, ce silence m'appartenait, et je l'ai utilisé avec une liberté inestimable. Yvan a fait l'objet d'une enquête formelle pour falsification de documents. Le processus a pris des mois, mais le résultat était inévitable avec les preuves existantes. Daniel, son avocat, a été sanctionné par l'ordre professionnel. Je ne dirais pas que j'ai ressenti une froide satisfaction quand je l'ai appris. Je dirais que j'ai ressenti quelque chose s'apparentant plus à de l'équanimité. Le sentiment que les choses avaient trouvé leur juste place, après avoir été hors de place pendant trop longtemps. Avec une partie de l'héritage, j'ai acheté une maison, pas très grande, ni ostentatoire. Une maison avec un jardin, de la lumière naturelle, et une pièce que j'ai transformée en une sorte de bureau, où je pouvais lire et réfléchir, sans que personne ne vienne m'interrompre. J'ai mis une plante près de la fenêtre. Je l'arrose tous les matins. Je ne laisserai plus jamais une plante se dessécher par négligence. Mauricio et moi sommes restés en contact. Il m'a aidé à mettre en place une structure financière sensée, pour gérer cet argent de manière responsable. Julio est venu me rendre visite un après-midi, et nous avons bu du café dans le jardin pendant des heures, à parler de ma mère, et des choses dont il se souvenait d'elle, que je n'avais jamais su. Chaque histoire était un cadeau. Chaque détail était une façon de la connaître à nouveau, de compléter l'image de cette femme qui m'avait aimé en silence, bien avant que je puisse le comprendre. Il y a une question qu'on m'a posée plusieurs fois, depuis que cette histoire est devenue connue parmi les personnes proches de l'affaire. On me demande si j'ai pardonné à Yvan. C'est une question compliquée, parce qu'Yvan n'était pas seulement un méchant unidimensionnel. C'était aussi un homme qui avait grandi sans savoir qui il était, qui cherchait ses origines de la mauvaise manière, et qui avait pris de mauvaises décisions, motivé par quelque chose qui, au fond, était peut-être une vraie douleur. Je ne le justifie pas. Ce qu'il a fait était mal et a eu des conséquences. Mais le comprendre un peu ne m'a rien coûté. Et porter de la haine m'aurait coûté beaucoup trop cher. Ce que je sais avec certitude, c'est ceci, ma mère m'a laissé bien plus que de l'argent. Elle m'a laissé la preuve que l'amour silencieux est bien réel. Les gens qui tiennent à nous ne le font pas toujours de la manière que nous attendons. Leurs mains se tendent depuis le passé. Et nous ne pouvons les voir, que lorsque nous sommes prêts à regarder dans la bonne direction. 44 ans. C'était mon âge quand j'ai tout perdu. Et c'était aussi mon âge, quand j'ai compris que tout perdre est parfois la seule façon de trouver ce qui vous a toujours appartenu. Il n'est jamais trop tard. C'est ce que j'ai appris. Non pas comme un cliché, non pas comme un réconfort facile, mais comme une vérité vécue. Avec mon corps, avec le froid du trottoir, avec l'odeur des vieux documents, avec la voix d'un homme de 80 ans qui a gardé une enveloppe pendant 25 ans, parce que quelqu'un le lui avait demandé, et qu'il avait décidé que cette promesse valait la peine d'être tenue. Et maintenant, je vous le demande, à vous qui êtes arrivés jusqu'ici, à vous qui avez écouté tout cela jusqu'à la fin. Si vous aviez été à ma place, cet après-midi-là, dans le couloir du tribunal, quand Yvan s'est approché, et vous a offert 1 million d'euros pour abandonner sans vous battre, qu'auriez-vous fait ?